syntoniser magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Quel plaisir que de vous accueillir pour ce 10e épisode. Aujourd'hui, je reçois Danny Marois, entrepreneur, instructeur, moniteur, prof, nommez ça comme vous voulez, mais s'il y a quelque chose qu'une moto peut faire, Danny peut vous montrer comment le faire. Il est d'une patience infinie, d'une énergie sans limite, bon, ou presque, puis c'est mon ami et il est passionné. J'ai souvent le plaisir et l'honneur d'aller m'amuser avec lui sur des routes de rêve, en début et en fin de saison. Parce que le restant du temps, il n'y a pas le temps. Il est sur le terrain à former des motocyclistes. On va parler un peu de ses aventures, de formation, de freinage et de posture. Oui, de posture. Là, je l'entends arriver virtuellement dans le studio. Bonjour, Danny Marois. Bonjour, Alain Labadie. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, autant que faire se peut avec la COVID, mais on s'adapte. On parle pas de ça, on parle de passion puis de moto. Hey, Danny, pour le bénéfice de nos auditeurs, on va apprendre à te connaître un peu au cours de l'entrevue, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, à part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie? As-tu d'autres questions, Alain? Ben oui, je roule en moto, c'est sûr, mais je roule en moto autant que je peux, tellement que je fais aussi de la motoneige. Mm-hmm. Donc, l'hiver, aussitôt que les roues de caoutchouc sont arrêtées, c'est la chenille de caoutchouc qui se met à tourner. Fait que je me promène en moto autant que je peux l'été, puis en motoneige l'hiver autant que je peux également. Ouais, mais à part ça, dans la vie, tu fais quoi, Danny? Ben, j'aime bien le bateau également. J'aime bien discuter avec les gens. Enseigner la moto est une passion pour moi, tu le sais. Ça fait déjà plusieurs années que je fais ça. C'est une passion qui en est devenue presque un passe-temps. On m'a déjà dit, quand j'étais plus jeune, Danny, fais de ta passion qui coûte la plus chère ton métier. Puis comme ça, tu travailleras jamais. C'est une bonne équation, ça. Hein? Et donc, parce que tu ne viens pas à bout de le dire, je vais le dire pour le bénéfice de nos auditeurs, tu es, entre autres, propriétaire de l'école de conduite Première, qui a des installations à Victoriaville, à Drummondville, à Nicolette, et Première fait la formation auto, moto, cyclo et spider. Pas tous les cours dans toutes les places où vous êtes installés, mais toute l'école fait ça au complet. Tu es aussi Moto Précision, qui fait donc de la formation technique avancée. Entre autres auprès des gens qui, mettons, voudraient se destiner à devenir des policiers motocyclistes. Et tu opères aussi, durant la saison, l'Académie de courbes sur piste que vous faites habituellement sur la piste à Mécaglis. J'ai-tu fait pas pire le tour pour le volet professionnel de la passion? Wow, écoute, j'aurais pas su me décrire autant que ça. Maintenant que je regarde le tableau, ouais, j'en fais pas mal d'affaires. Ben, je te connais un petit peu, là. Et pour les auditeurs, on va faire référence tout à l'heure à certains voyages que nous faisons occasionnellement vers Tail of the Dragon aux confins du Tennessee. Et on a donc eu l'occasion de discuter pendant de très, très longues heures à l'occasion. Et on fera parfois référence à certaines de ces discussions-là. Ce qui m'amène, Danny, à comment on s'est rencontrés, toi et moi. Imaginez-vous donc, pour les auditeurs, imaginez un grand stationnement, un événement moto dans la cour d'un concessionnaire auto qui a fait de la place. Donc, il y a de la place en masse. Moi, j'arrive là le matin, il y a un parcours de cône de tracé à terre, puis je vois un gorlot qui fait 1 ou 2 tours dans le parcours. Je me dis à moi-même, hey, il est vraiment pas pire. Et comme il était vraiment pas pire, puis j'avais ma caméra, je vais aller le voir, je vais lui dire, ça te dérange-tu si je prends quelques photos? Puis moi, je le sais pour avoir déjà été celui qui était sur la moto quand quelqu'un essayait de prendre des photos. Le gars qui prend des photos, il n'est jamais à bonne place. Un moment donné, il est dans ton chemin, il t'oblige. Fait que je vais voir donc le type qui était sa moto, qui faisait les démonstrations, en me présentant sommairement. J'écoute, je ferai quelques photos, je ne serai jamais dans ton chemin, mais je vais être proche de ta ligne.
Je me souviens encore de tes yeux, Danny, à ce moment-là. Je lisais dans tes yeux, hey, la casse. Et donc, je suis allé me placer sur le terrain. Fait que notre première rencontre, en fait, Danny, euh, pour les auditeurs, figurez la scène suivante. Danny est sur un Goldwing blanc chez le concessionnaire, dans un parcours relativement serré. Moi, je suis étendu à terre à 1 pouce de la ligne où il va passer avec mon Kodak dans les mains. Les photos étaient franchement pas pires quand même. Ah, ils sont plus que pas pires, Alain, les photos. Et de... Ils sont vraiment hot. Ah, on a fait quelque part. Et de cette première rencontre, on s'est par la suite re-rencontrés à certains moments, dont une offre que tu as fait un moment donné tu avais de la place dans ta remorque pour descendre à Tail of the Dragon très, très tôt en saison, en fait, avant même que la saison commence. Et bon, bref, tu as descendu ma moto. Moi, je suis descendu par moi-même. On s'est rejoint là-bas. On a eu un peu de plaisir et on a répété cette séquence-là à quelques reprises jusqu'à faire même des allers-retours dans ton camion. C'est 20, 21, 22 heures de route pratiquement en non-stop. Danny, pourquoi tu descends à Tail of the Dragon comme ça? Ben, déjà, il faut savoir, pour les auditeurs, cette route-là est une route mythique au cœur des États-Unis, dans les montagnes blanches, les Great Smoky Mountains, pour être plus précis. Et puis, Ouais, pas les blanches, pas les blanches. c'est ça, c'est les Great Smoky Mountains, oui, je me suis trompé. Puis, ces montagnes-là, c'est une chaîne de montagnes que l'autoroute 81 suit et traverse quelquefois. Et donc, la passe en question est une route à travers les montagnes qui suit une crête de montagne. Donc, au lieu de faire des ponts entre les crêtes des montagnes, ce qui a été fait depuis la nuit des temps vers la fin des années 1800, c'était une route qui permettait d'aller établir un barrage hydroélectrique. Et c'est devenu, au fil des années, la queue du dragon, la Tail of the Dragon. Il y a bien d'autres façons de la dire qui amènent à penser à un conte du dragon, puis tout ça, mais c'est vraiment la queue du dragon, la Tail of the Dragon. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, là. La route en question passe sur les crevasses dans les crevasses, et sur les crêtes. Donc, au lieu de rejoindre les crêtes les unes aux autres, ça fait une route qui est extrêmement sinueuse. C'est l'une des plus sinueuses en Amérique du Nord, si c'est pas la plus sinueuse en Amérique du Nord dans la distance en tant que telle. C'est ça, c'est dans la densité des courbes, là, sur les fameux 11 000, il y a... Oui, c'est ça. 318 courbes. Ça dépend un peu comment on les compte, là, mais disons qu'il y en a beaucoup, puis il y a un petit peu de dénivelé aussi en cours de route. Mais Danny, à travers ça, tu ne nous as pas encore dit pourquoi tu as tendance à y aller avant le début puis après la fin de la saison. Ah oui, ben, si c'était ça la question. Et après, ah oui, d'accord. J'ai tendance à m'égarer quand on parle de moto. Ben, avant et après la saison, c'est parce que, d'abord, avant, c'est pour pouvoir débuter, parce que le vrai début de saison qu'on connaît au Québec, disons la mi-avril, début mai, là où ça commence à avoir du bon sens, ben à ce moment-là, je donne la formation en moto. Mm-hmm. Donc, je suis occupé dans les parkings en circuit fermé, dans des grands stationnements, et je me déplace partout au Québec pour faire ça. Donc, tout le début de saison, là où mes amis, la fin de semaine surtout, se promènent, s'amusent à aller un peu partout, moi, je ne peux pas le faire parce que j'enseigne la moto du matin au soir et pas juste la fin de semaine. Donc, mes débuts de saison sont très, très occupés. Quand j'irai me promener, je ne peux pas le faire. Donc, c'est pour ça que je commence ma saison là-bas, plus au sud. Déjà, c'est plus le fun. Puis pour être déjà allé à Daytona Bike Week, c'est le fun, mais on ne roule pas vraiment là-bas. C'est toutes des lignes droites. Il faut savoir aussi que la région qui entoure Tail of the Dragon, il n'y a pas que la US 129, donc la section combative Tail of the Dragon. Il y a dans cette région-là une multitude de routes intéressantes. Entre autres, tout près, il y a l'extrémité sud du Blue Ridge Parkway. Juste à côté, il y a le Cherahoola Skyway et il y en a comme ça, le Moonshiner 28 qui prend juste en bas. Quelqu'un, et on l'a déjà fait, Danny, tu peux rester dans ce coin-là une semaine et plus et ne jamais passer 2 fois par le même bout de route. C'est tout à fait exact. Je suis allé 15 fois en 15 ans.
Et puis là, la séquence est arrêtée pour les raisons qu'on connaît, là. Mais sinon, là, les 15 fois en 15 ans, je découvre toujours de nouvelles routes. On peut parler de la 421 de Snake, on peut parler de la Devil's Triangle, Back of the Dragon. Il y en a tout plein dans le secteur là-bas, puis on peut se promener tout le temps, même si la route n'est pas nommée. C'est quand même des super belles routes, quand même, dans ces coins-là. Il y en a partout, partout, partout. Exact. Et effectivement, une des raisons pour laquelle, en tout cas, moi, j'aime bien être accompagné quand on y va avant le début et après la fin de la saison, c'est que, un, il n'y a pas un chat à ce moment-là. On est à peu près tout seul dessus. De plus, on est sur semaine souvent, alors qu'il y a encore moins de monde. Et après ça, pendant tout le restant de la saison, moi, personnellement, j'ai tendance à faire de très longs voyages pendant que toi, tu donnes des courses et terrains. Fait que c'est l'opportunité qu'on a, toi et moi, avec quelques amis à l'occasion, d'aller rouler dans ce coin-là. Danny, on revient un petit peu vers le boulot que tu fais avec l'école de conduite. Et je te lance deux questions. La première, c'est quoi le plus grand défi actuellement à former les nouveaux motocyclistes? Oh, c'est étrange à dire, mais ce qui est le plus difficile pour former quelqu'un, ça va vraiment être lorsque les gens vont avoir leur moto dans le garage, elle est capturée, elle est immatriculée. Les gens s'ajoutent énormément de stress en planifiant d'avance leur horaire, par exemple, la date de leur examen de circuit fermé, l'examen qui va leur permettre de se promener sur la route par eux-mêmes. Ensuite, ils vont planifier souvent leurs vacances aussi à moto. Donc, tous les horaires se combinent, là, puis il faut que tout fonctionne en claquant des doigts. Donc, au premier morceau qui est difficile, par exemple, changer de rapport, c'est la plupart des gens savent comment faire avec une voiture, même s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience. C'est à peu près le même principe avec la moto. C'est juste que c'est pas les mêmes membres. Il faut refaire cet apprentissage-là au niveau du cerveau, puis c'est pas si facile. C'est ça, il y a une coordination à créer qui n'existe pas avec ces points de contact-là. C'est d'autres points de contact. C'est exactement ça. Donc, au final de ça, c'est que dès la première complication, il y a des gens qui se mettent à perdre complètement leur point de repère, puis ils sont plus capables d'être organisés. Plus la personne a besoin d'être organisée dans sa tête, plus c'est difficile pour elle de gérer ces impondérables-là, puis là, elle voit ses vacances partir en fumée. Les vacances à moto partir en fumée. Oh, là, l'émotivité embarque. C'est exact, c'est pas facile. Et seconde question, tu as quand même un peu d'expérience, tu as une certaine profondeur historique dans la formation. Qu'est-ce qui a changé le plus dans les dernières années en termes de formation moto? Déjà, il faut s'en douter, ça se démocratise beaucoup la moto. En se démocratisant, ça amène beaucoup, beaucoup de femmes dans le domaine. C'est quelque chose qui change. C'est pas quelque chose qui rend la tâche difficile, mais c'est quelque chose qui change. On voit les visages changer dans le domaine de la moto, beaucoup plus féminin. Beaucoup de femmes deviennent adeptes de la moto ou s'autorisent à faire de la moto, ce qui se voyait moins il y a 20 ans. Et en marge de ça, via une autre de tes affaires, l'Académie de courbe sur piste, donc, tu offres des sessions de courbe. Ça se passe où, comment, quand? On adore la piste de Mécaglis parce que c'est déjà une petite piste. En plus de prendre cette entreprise-là, parce que ça se passe à Notre-Dame-de-la-Merci, Mécaglis, c'est une entreprise. En plus de prendre cette entreprise-là et sa piste, on choisit une petite piste et on mélange les différents circuits pour en faire un circuit inédit, un circuit qu'on est les seuls à utiliser, qui va limiter les vitesses de pointe. Fait que les gens qui viennent avec des motos touring, puis là, on se trompera pas avec des, entre guillemets, sport touring, on parle vraiment de touring, de grand tourisme. J'ai vu des Goldwings venir là-bas, j'ai vu des Road King venir là-bas, Shadow 1100 aussi, de la petite motosport à la grosse motosport en passant par la grosse aventure et la grosse tourisme. Toutes les motos peuvent y aller et avoir beaucoup de plaisir. C'est ce qui est amusant à cet endroit-là. Il n'y a pas de vitesse de pointe importante, mais c'est très, 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 très technique au niveau des virages et des trajectoires. C'est ce qu'on apprécie beaucoup là-dedans. C'est formidable pour la formation. Ça, donc, l'emphase, Dany, n'est pas sur la vitesse, mais bien sur la maîtrise des techniques, du positionnement et du body sur la moto.
Ben, Alain, c'est pas ça, faire de la moto? Exactement, Danny. La vitesse Et, de ligne droite sur l'autoroute, tout le monde peut faire ça. et voilà, Mais être capable de gérer une moto dans des courbes, ça, c'est autre chose. comme disait un de mes ex-collègues moniteurs, tout le monde est capable de rouler à 100 km/h en ligne droite sur l'autoroute. C'est dans la première courbe qu'on commence à faire la différence. Oui. On revient aux courbes un instant, pas les tiennes, là, mais les sessions de courbes. Ça s'adresse à qui comme clientèle, Danny, ce que tu fais? Ben, j'ai deux volets. D'abord, j'ai le volet pour débutants qui s'adresse à tout le monde, que ce soit débutants, voire ceux qui ont de l'expérience moto ou moto hors route. Peu importe le niveau de la personne, j'ai un parcours qui va lui permettre d'apprendre, même s'il s'agit d'un cours débutant, la personne va apprendre quand même, puis pas gaspiller son temps juste pour remplir une carte de punch en bon québécois. De un. Mon autre volet, qui est la formation avancée, je prends les gens partout où est-ce qu'ils sont. Habituellement, c'est quand ils ont un permis ou quand ils sont en train d'essayer de l'obtenir. J'ai des gens qui me contactent pour avoir de l'aide, pour dire je vis tel problème, j'ai besoin d'aide, il faut corriger ça. Fait que là, j'ai des gens qui ont beaucoup d'expérience, j'ai des gens qui ont déjà suivi des formations qui veulent corriger, j'ai des gens qui ont beaucoup d'expérience, jamais de formation, des gens qui ont un petit peu d'expérience puis qui disent je voudrais pousser plus loin. Après mes cours, 3-4 ans d'expérience, je vois que j'ai de la misère avec ça. C'est des détails que je veux ajuster. On me contacte, puis à ce moment-là, on corrige, on va chercher les problèmes dans la conduite pour pouvoir les corriger, on applique des solutions. Excellent. Et tu as un œil observateur assez aguerri, je peux en attester, pour identifier les pistes d'amélioration pour les gens. Danny, mettons, je gratte encore ton expérience de prof, de formateur, de moniteur. Si on regardait les nouveaux motocyclistes, on a fait référence tout à l'heure au défi des attentes puis du timing, mais techniquement, si on regardait les gens qui sont en apprentissage de la moto, c'est quoi le principal défaut que tu remarques? Oh, la posture et le freinage. Mm-hmm. Là, j'en ai nommé deux. C'est deux choses que je trouve très, très importantes. Là. Bon, pas mal tout le monde sait qu'à moto, il faut rouler avec les genoux collés sur le réservoir. Disons qu'on parle en conduite routière. Là. Les genoux collés sur le réservoir, c'est pas mal tout le monde qui est au courant de ça. Par contre, tristement, je remarque que très peu de gens savent qu'il faut fléchir les coudes. Puis quand je parle de fléchir les coudes, là, la façon la plus claire d'expliquer comment se positionner, c'est de regarder nos avant-bras et de s'assurer qu'ils soient parallèles au sol. Puis quand je dis ça, les gens, je leur fais avancer leurs épaules suffisamment pour que les avant-bras viennent parallèles au sol. Puis là, ils me regardent avec des grands yeux en me demandant « Hein, tant que ça? » Il faut que tes avant-bras soient parallèles au sol. Fait que oui, il faut que tu t'avances tant que ça. Je l'ai dit depuis le début, les avant-bras parallèles au sol. Donc, peu importe le modèle de moto que tu conduis, y compris les guidons rehaussés qu'on appelle en bon français les haigneuses, il faut que les avant-bras soient parallèles au sol. Donc, il faut toujours orienter ces avant-bras-là pour faire en sorte qu'on soit en mesure de tourner le guidon à gauche et à droite au maximum, en butée, en full lock, encore une fois en franglais. Quand le guidon est à côté, à gauche ou à droite, sans que les épaules ne bougent. Ça, c'est le problème. Là. La plupart du temps, les motocyclistes vont conduire avec les deux bras en pleine extension ou à peu près. Puis à ce moment-là, quand ils vont vouloir bouger leur guidon, les épaules doivent bouger autant que le guidon. C'est ça. Ça, c'est terrible au niveau contrôle de la moto. Même à vitesse régulière de conduite, c'est difficile. Imaginons-nous à basse vitesse, quand on a besoin de bouger le guidon, puis qu'il refuse de bouger parce qu'il est soudé avec les épaules, puis que là, on tape les épaules. Là, c'est terrible. Okay. On se permet aussi, Danny, occasionnellement, surtout toi avec plus de légitimité, moi je le fais surtout quand les gens m'invitent à le faire. Quel serait chez les motocyclistes plus expérimentés le principal défaut à corriger? Le freinage arrière. Oh, c'est triste. C'est triste pour vrai parce que c'est ce qui amène beaucoup de motocyclistes à passer tout droit dans les courbes. Exact. Je dis freinage arrière, mais en fait, c'est freinage en général parce que très souvent, les gens vont inverser l'utilisation des deux freins. Le frein avant, on sait que son utilisation, c'est la puissance de freinage, alors que le frein arrière, il n'est pas totalement inutile. Il est
presque inutile pour la puissance de freinage, mais il est extrêmement utile pour le contrôle de la moto. Donc, le frein avant, c'est la puissance de freinage. Le frein arrière, c'est vraiment le contrôle de la moto. Je ne peux inverser les deux freins pour faire les tâches. Par exemple, j'arrive à une station d'essence, puis je prends mon frein avant avec mes deux pieds par terre. Ça va être difficile de gérer l'équilibre de la moto, puis c'est là que c'est facile de l'échapper. Au contraire, si j'arrive à l'approche d'une courbe, que je m'aperçois que que j'arrive un petit peu trop vite, si je me mets à freiner un petit peu trop fort en arrière, la roue arrière va glisser tout simplement. Ça ne freinera presque pas la moto. C'est bien important de prendre le bon frein pour le bon usage. Pour les auditeurs qui suivent un peu ce qu'on fait sur Magazine Moto et à travers toutes sortes d'autres trucs, vous avez vu passer à un moment donné des photos et ou un bout de vidéo dans lequel on voit une des courbes justement sur Tail of the Dragon où on voit de magnifiques lignes de freinage en ligne droite dans la courbe et ainsi de suite jusque dans le fossé. J'ai quelques souvenirs d'avoir vu ces traces-là. Et c'est tellement caractéristique des lacunes de comportement chez certains motocyclistes. D'ailleurs, sur Tail of the Dragon, je parlais avec un des, je ne sais jamais comment ils appelaient, les shérifs, les députés, en tout cas un des policiers moto qui était là-bas et qui me disait qu'il y a une proportion effarante des accidents où il voit une belle trace en ligne droite de la roue arrière qui est bloquée. Et me faisait-il remarquer, c'est particulièrement vrai sur les grosses motos. Donc, on va tomber dans les préjugés. Mais les gens qui disent que souvent les pilotes de cruiser ou de moto de tourisme ont moins le contrôle de leur machine que les kids et les machines sport, c'est pas une équation absolue, là, mais en gros, ça se vérifie à l'occasion. Et donc, les gens sur les grosses machines, que ce soit des touring ou autres, ont moins la maîtrise, donc ils ont plus tendance à mal maîtriser les freins, donc à surutiliser le frein arrière dans une situation de panique. Et ça fait des belles lignes. Même les motos qui ont les freins liés, linked, de l'arrière à l'avant, là, on voit une belle ligne à terre, puis ça s'en va direct dans le fossé. Moi, je trouve ça triste à chaque fois. Ben, c'est un classique, hein? C'est rassurant d'utiliser le frein arrière. Très souvent, ceux qui vont conduire comme ça vont se conforter dans l'idée de se dire qu'ils roulent doucement. Alors, je roule tranquillement, fait que ça fait la job. Ils ne servent presque pas du frein avant. Ils disent, ouais, je break d'avance au stop. Ben oui, mais sur un freinage, à un moment donné, parce qu'on a mal évalué la courbe, elle est plus serrée qu'on le pensait. Ou raison X, on était distrait, ou il se passe quelque chose devant nous, quelque chose d'un imprévu, qui n'est pas une urgence, mais assez pour être un petit peu efficace comme freinage. Malheureusement, le frein arrière va pas fournir. On n'a pas besoin de se lancer dans des calculs bien compliqués. Pour freiner, il faut transformer notre air d'aller en chaleur. Exact. Fait que la chaleur, on en met tout le tour des pneus, tout le tour des freins. Fait que si je ne me sers pas du frein avant, ben déjà, j'ai même pas la moitié de puissance de freinage parce que la roue arrière, dès qu'elle va bloquer, j'ai plus de chaleur tout le tour du pneu. J'en ai à un seul endroit. C'est quand le pneu va bloquer, puis là, il va se désagréger parce qu'il ne pourra pas résister à cette chaleur-là. Et là, Danny, parce que je vois chez nos auditeurs des yeux roulés puis des tapes dans le front, nous n'avons pas, ni toi ni moi, à aucun moment, dit de ne pas utiliser le frein arrière. Bien au contraire, on maintient, autant toi, surtout toi et moi, qu'il faut apprendre à l'utiliser correctement pour en dégager le maximum d'efficacité au freinage. Voilà, c'est le maximum d'efficacité. C'est tout à fait là. Le frein arrière, on ne pourra pas faire bien grand-chose de plus qu'il toucher. Hein. On peut le gérer de façon efficace en touchant la pédale de frein arrière avec notre pied. Puis tout le restant du freinage va se gérer sur le frein avant en n'oubliant pas que c'est dynamique, le freinage sur le frein avant. Tout ça, ça bouge pendant qu'on est en train de freiner. Oui, tout à fait. Good. Hey, Danny, à tous nos invités, j'ai posé une série de questions, toujours les mêmes. Est-ce que tu es prêt à ce que je te lance les questions, Danny? Ah ouais, shoot! Première question. Ta destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour? Le Tail of the Dragon. OK, j'embarque avec toi, on retourne bateau, aussitôt que la frontière va ouvrir. Oui. Deuxième question. Ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto? Aller suivre la formation. Vendu. Troisième question. Ton conseil le plus inattendu à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps? Éviter de choisir une moto pour le siège le plus bas. À vous.
Hein? Et quand même pas pire pour le nombre de fois que tu m'as entendu le dire. Je m'y attendais quasiment, Danny. Je m'y attendais quasiment. Ah, et je renforce que tu as parfaitement raison. Le critère de hauteur du siège par rapport au sang. Ouais, mais il faut que je mette les 2 pieds à terre. Ta gueule! Non. Excusez le petit emportement. Non, tu n'as pas besoin de mettre les 2 pieds au sol. Oui, je peux comprendre que c'est réconfortant, mais si tu apprends à maîtriser ta machine, tu vas apprendre que le pied droit sur le frein arrière, le pied gauche au sol, la vie est tellement plus agréable comme ça. Ça change tout. Absolument. C'est incroyable. Bon, et pardonnez mon exclamation de tout à l'heure, je l'enlèverai peut-être au montage, mais si elle est restée, sachez que ça venait du fond du cœur. Danny, prochaine question. S'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? Oh, j'aime beaucoup l'Europe. Je suis déjà allé une fois, j'ai roulé dans le Périgord noir. J'ai vraiment aimé ce secteur-là. Beaucoup de courbes. J'aimerais rouler en Italie aussi. Les Alpes, tout ce secteur-là, c'est sûr que ça fait partie des voyages fétiches que j'aimerais faire. Il paraît que là-bas, les Tales of the Dragon, il y en a à tous les 11 000. J'ai bien hâte de voir. Je peux attester, Danny, que je pourrais t'amener et toute la journée, sans jamais repasser 2 fois à la même place, c'est comme Tale of the Dragon, non-stop, avec en plus, ici ou là, une petite auberge, un café, puis tu tranches café. Regarde, c'est magnifique. On va y aller ensemble un moment donné, Baptiste. Oh oui. T'as bien dit, il n'y a aucune contrainte. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on va travailler à enlever des contraintes. Danny, ton moment le plus poche en moto? Oh oui, ben ça, c'est oui. Pour faire une histoire courte, parce que je peux m'emporter là-dessus longtemps, tu le sais. Lors d'un voyage où j'ai 18 ans, je suis seul, je pars avec ma moto dans un party de moto aux États-Unis. Un party privé de moto aux États-Unis. J'ai 18 ans, je pars avec 50 cash en poche. Je n'ai pas de carte de crédit. Moi, je descends, puis c'est à quelques heures de l'autre côté des douanes américaines. Et en allant là-bas, déjà, je dépense 5 d'essence. Je suis prévu d'être là pour 12 heures. J'ai 24 heures au total. Je n'ai pas prévu de dormir là-dedans. 6 heures descendre, 12 heures là-bas, 12 heures revenir, parce que demain soir, j'ai un party déjà avec des amis. Fait qu'il faut que je sois là. En descendant, je dépense 5 il m'en reste 45 dans les poches. J'arrive sur place, ça coûte 50 pour rentrer. J'ai eu beau négocier, il n'y avait rien à faire. J'ai jamais pu rentrer. Il manquait 5 puis en plus, il en aurait manqué 10 parce que j'avais besoin d'un autre 5 pour remplir ma moto d'essence pour revenir. Ça, c'est à l'époque, les gens vont se poser des questions, là, c'est à l'époque où l'essence était pas chère. Faut quand même le dire, là, j'avais 18 ans. Là. Donc, je me ramasse assez loin aux États-Unis. Bon, à quelques heures aux États-Unis des douanes canadiennes, avec 45 en poche à ce moment-là, 5 à mettre pour de l'essence. Il est minuit, il fait noir comme chez le diable, comme on connaît l'expression. Et là, surtout, c'est l'élément là qu'il faut pas oublier. Il y a du brouillard. Il y a tellement de brouillard que l'eau perle sur mon pare-brise, je ne vois rien. En arrivant tout près d'une intersection, il y avait un clignotant jaune, j'ai vu le clignotant en question. Je roulais pas vite, là, mais j'ai réalisé que j'étais tout près du clignotant jaune au-dessus de l'intersection pour réaliser qu'il y avait un clignotant jaune là, je le voyais même pas. J'ai roulé sur l'autoroute 87 dans les Adirondacks pour revenir aux douanes canadiennes. Je me suis fait suivre un tout petit peu par un autobus de grande ligne, un autobus interurbain. Oui. J'ai même pas été capable de le suivre une fois qu'il m'a dépassé. Je ne voyais rien. Je me disais, s'il faut qu'il passe sur un chevreuil, j'ai aucune chance avec ma moto d'éviter ou de faire quoi que ce soit. Je devais rouler à peine 40 km/h sur l'autoroute. Et voilà. On voyait rien. On apprend. Ça, là, ça s'appelle s'ennuyer de sa mère. On apprend. Mais, à contrario, ton moment le plus wow en moto? Oh, la première fois que j'ai essayé une des 3 motos que je possède encore. J'ai eu 3 motos personnelles dans ma vie. La toute première fois où j'ai essayé mon VMAX. Pour les auditeurs, un VMAX, c'est une moto custom, mais avec un moteur très, très puissant qui a beaucoup de couple.
La première fois que j'ai essayé ça, j'ai 24 ans, et je tords la poignée. J'ai eu peur que mes fesses passent en arrière du siège. Bon, parce qu'il faut le dire, là, il y avait quelques bosses dans la chaussée. Et quand on accélère sur ce genre de moto-là, qui est un arbre de transmission, ça fait que ça annule presque la suspension arrière avec la force du couple du moteur. Ça fait que toutes les bosses, je les ressentais au point où j'ai vraiment eu peur que mes fesses passent en arrière du siège et de me retrouver en version Superman accroché après mon guidon. Tout le monde voit l'image, là. Et pour les gens, Danny, qui ne savent pas à quoi tu fais référence quand on parle d'un VMAX de cette époque-là, ben, imaginez-vous que c'est un V4, c'est la moitié d'un V8, qui a 4 carburateurs. Et ce sont des carburateurs, comme on disait dans le temps, des carburateurs double corps, c'est-à-dire que à ouverture normale des gaz, il n'y a qu'un papillon qui est ouvert. Mais quand on ouvre plus les gaz, il y a une autre série de papillons qui ouvrent. Et en fait, on double littéralement la quantité d'air-essence qui rentre dans le moteur à ce moment-là. Sur le VMAX, ça se posait, si mes souvenirs sont bons, 5005 ou 6500 tours minute. C'était assez vite. 6200. Comment? À 6200 tours minute, c'est là que les deuxièmes papillons ouvrent. Et ça, c'est comme l'inverse de rentrer dans un mur de briques. Tout d'un coup, tu as comme un Boeing 747 qui arrive en arrière de toi et qui te pousse. Fait que tu es déjà en accélération, puis tout d'un coup, il y a comme un jet qui vient te pousser par en arrière. Bon, je m'amusais à dire amicalement qu'on se faisait un coup de pied au derrière. Oui, ben exactement, c'est dans cette catégorie-là. Hey, vois-tu, on est parti encore. Là, imaginez-vous pour les auditeurs, quand Danny et moi, on embarque dans le camion et qu'on descend vers Maryville, Tennessee pour aller rouler sur Tail of the Dragon, c'est dépendant des journées puis de la météo, là, 20, 21, 22 heures de route. Et on s'échange le volant en cours de route. Donc, le camion roule pratiquement non-stop. Et on parle aussi beaucoup non-stop. Hey, Danny. On parle, Alain, mais il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'onomatopées. Hein? Il y a des onomatopées, il y a des signes de tête aussi. Et Danny, tu fais partie des gens avec qui j'ai un plaisir viscéral à rouler parce que je n'ai jamais besoin de me préoccuper. Si tu es en avant ou en arrière, il va-tu faire une niaiserie, il va-tu se mettre dans le trouble, il va-tu me mettre dans le trouble. Alors, tu fais partie de ce club select de peu nombreux individus où, en fait, je pourrais que l'image que j'utilise des fois au regard de mon copain Martin Dupuis, avec qui je roule de très longues aventures. Martin, je peux me fermer les yeux. Je sais où il est, je sais ce qu'il fait. Avec toi, c'est pareil. J'aime mieux garder les yeux ouverts en plus parce que c'est plutôt le fun de se voir. Je te remercie donc, Danny. C'était Danny Marois, entre autres de l'École de conduite première, de Moto-Précision et de l'Académie de courbe sur piste. Et non, nous ne sommes pas à ce moment-ci en route vers Tail of the Dragon, mais bâtard qu'on va se reprendre aussitôt qu'on va pouvoir y aller. Ouais, puis je pense qu'on va y aller plus souvent que 2 fois par année, aussitôt que ça va reprendre. Parce que ça nous mange! Ouais, je pense qu'on va se faire des. Tu sais, comme les cornets de crème glacée, là, un 2 boules, un 3 boules, là, tu y retournes 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va se gâter en joie le vert quand ça va rouvrir. Danny, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Porte-toi bien. Tout le plaisir a été pour moi, Alain. Au plaisir. Salut. Je remercie beaucoup Danny d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre en studio. Si vous voulez améliorer la maîtrise de votre moto, c'est le genre de bonhomme qu'il vous faut. Et si vous avez l'occasion de venir rouler dans la région où se trouve Tail of the Dragon, profitez-en pour aller aussi découvrir les autres routes dans le coin. Il y en a plein. Et qui sait, si c'est en début ou en fin de saison, vous pourriez très bien nous voir passer. Dans le prochain épisode, je reçois Martin Dupuis. Martin est l'un de nos collaborateurs avec magazinemoto.com. On va parler de la Kawasaki KLX 300, de la Honda CRF 300L et Rally, ainsi que de la Rebelle 1100. Et Martin va aussi nous amener avec lui en Australie. Martin est aussi un de mes comparses d'aventure en moto, du genre « Hey, on s'en va-tu faire le tour des États-Unis? » Ou encore « On irait-tu faire 3700 km en 48 heures pour finir au Mont Rushmore, tiens? » Bon, vous voyez le genre. Alors, on va aussi philosopher un peu. Et je vais passer Martin au tordeur de nos questions. Ne manquez pas ça, la semaine prochaine, l'épisode 11 de la saison, avec Martin Dupuis comme invité. Et nous vous disons merci de nous lire et de nous écouter.
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balado. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.